Sœur Cécile Renoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieuse de l'Assomption, vous êtes spécialisée sur les questions économiques, vous êtes professeure au Centre Sèvres et directeur de recherche à l'ESSEC, en particulier sur des programmes liés au développement de l'entreprise. Nous vous avons sollicité pour une intervention dans le cadre de l'Université d'été CVX pour nous aider à comprendre les enjeux de la mondialisation sur le plan économique. Et j'avais envie de vous poser comme première question, comment aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette économie mondialisée? Comment on peut les comprendre? Comment vous définiriez ça un peu? Quels sont ces grands défis? Je partirai de l'événement qui a été la COP21 en décembre 2015 à Paris, cette réunion des chefs d'État et de gouvernement, puis qui rassemblait des tas de personnes aussi venant du monde des entreprises, de la société civile, pour essayer de réfléchir précisément à la manière d'articuler les enjeux économiques avec les grands défis écologiques et climatiques qui sont devant nous. Et ça, il me semble que c'est vraiment le point peut-être majeur de nos sociétés aujourd'hui, c'est de se dire comment nous allons essayer de transformer l'essai, maintenant que nous nous sommes accordés sur l'objectif qui a limité, dit dans l'accord, à bien moins de 2 degrés l'élévation de la température en moyenne à l'échelle de la planète d'ici la fin du siècle. Or, pour l'instant, on sait que si on respecte les engagements pris par les États avant la COP21, on est sur des trajectoires plutôt 3 degrés, 3 degrés et demi. Et puis que si on reste sur les tendances en fait, actuelles en termes de production, de consommation, eh bien on est plutôt sur une augmentation de la température de 5 à 6 degrés. Et ça, nous savons, par les experts sur le climat, que ça veut dire des désastres pour une partie de la planète pour les générations futures. Donc si je vous comprends bien, le premier enjeu de cette économie aujourd'hui, c'est un enjeu écologique. Un enjeu écologique, donc il y a des fortes conséquences économiques, parce que ça veut dire qu'il nous faut essayer de promouvoir une prospérité, certains disent, sans croissance, ou avec une très faible croissance du PIB. Alors, je dis un petit mot de le produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse créée par les sociétés, par les États chaque année, ce qu'on calcule pour essayer de voir comment va, généralement c'est par ce critère-là qu'on juge de nos économies. Or, ce que montrent un certain nombre de travaux d'économistes, notamment Gaël Giraud, c'est que depuis, jésuite, économiste, qui a fait des travaux avec d'autres chercheurs pour regarder comment depuis 70 ans, en gros, l'augmentation du PIB par habitant à l'échelle de la planète, enfin dans les pays de l'OCDE, a été tirée aux 2/3 par l'augmentation de la consommation énergétique par habitant. Cette consommation énergétique étant essentiellement des énergies fossiles. Donc ça veut bien dire que si on veut limiter à bien moins de 2 degrés l'élévation de la température à l'échelle du globe, ça veut dire qu'il faut justement, d'après d'autres calculs qui ont été faits, laisser entre 70 et 80% des énergies fossiles, des réserves, dans le sous-sol planétaire. Et on voit bien que l'équation, elle est assez simple, même si ensuite c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est se dire qu'il nous faut envisager de nouveaux modèles économiques qui soient beaucoup moins assis sur une consommation frénétique d'énergie fossile, avec une population mondiale qui est en expansion. Donc ça veut dire que le défi va être très difficile à relever. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un enjeu très fort à prendre en compte ces questions écologiques, ces contraintes écologiques dans la manière dont on réfléchit à l'économie. Puis alors il y a un deuxième grand défi au niveau mondial pour nous tous, c'est aussi ce qui est lié à l'économie dite numérique, au développement des technologies de l'information et de la communication, aux effets que ça a du point de vue de la mécanisation croissante, de la robotisation, du fait que un certain nombre de logiciels remplacent aussi l'activité intellectuelle. Et il y a eu une étude récente qui est parue, qui montre, selon les estimations de certains universitaires, qu'à peu près la moitié des emplois pourraient être remplacés par justement par cette mécanisation et par cette économie numérique. Et on sait bien que cette économie, justement, elle détruit des emplois et elle n'en crée pas autant. Alors, évidemment. Et donc, du coup, le défi, c'est quoi? C'est un défi en termes de formation, en termes d'accès au numérique? Quel est le défi derrière ça? Alors, il y a 2 choses. Il y a, d'une part, c'est vrai, développer le numérique et faire en sorte que le numérique soit au service de modèles de société qui nous permettent de vivre mieux, mais il y a aussi une vraie attention à porter à cette tendance à robotiser, mécaniser le plus possible. Là, je lisais encore un article qui est un interview d'un industriel chinois dans le secteur automobile, mais je crois que c'est en train de se développer dans pas mal de secteurs industriels, et ces Chinois disant, mais au fond, les robots, maintenant le coût du robot est amorti beaucoup plus vite qu'il y a quelques années.
en gros, le robot travaille mieux qu'un homme et il est de plus en plus productif. Donc en gros, voilà, et il ne fait pas grève. Donc ça veut dire que là, on est devant une tendance lourde. Alors c'est vrai, je reprenais des chiffres qui sont assez impressionnants pour dire comment le remplacement de l'homme par la machine a aussi permis une meilleure productivité au travail. Donc le PIB par actif occupé en France, entre 1810 et 1990, il a été multiplié par 10, ce qui a permis de réduire aussi le temps de travail. Et là aussi en France, entre 1950 et 2010, la production par heure travaillée a été multipliée par 8. Donc c'est vrai qu'à la fois, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont amélioré notre qualité de vie en lien avec cette mécanisation. Mais ce qu'on est en train de voir, les tendances actuelles, ce sont des tendances à une précarisation croissante d'une partie de la population de la planète, et des gens qui vont être remplacés par des machines, ils ne vont pas trouver d'activité à la place. Donc ça veut bien dire que là, il y a sans doute un vrai discernement à avoir et se dire que non, la mécanisation n'est pas la solution. Ça, je pense que c'est un défi absolument énorme. Et du coup, ça me ramène quand même peut-être à une question de fond derrière tout ça, qui rejoint ce que le pape nous dit dans l'encyclique Laudato Si. Le pape, en fait, dénonce cette espèce de culture des moyens au lieu de nous centrer sur les fins. Et il y a une expression que j'aime bien, qui consiste à dire « nous possédons trop de moyens pour des fins rachitiques et limitées ». C'est-à-dire, en fait, on marche sur la tête, on est en permanence en train de se demander quels vont être des moyens technologiques à mettre en œuvre, soi-disant pour plus de croissance, une meilleure activité économique. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est construire des modèles économiques qui ne nous font pas vivre mieux ensemble. Alors là, je ne vais pas reprendre les citations plus longues du pape sur la question de la responsabilité des entreprises, sur la manière dont nous concevons nos modèles économiques. Mais en gros, ce que dit le pape, c'est une alerte très très forte à l'égard de ce qu'il appelle la technocratie, cette tendance donc à mettre au devant de la scène les aspects technologiques et financiers, plutôt que de les considérer comme des moyens utiles, mais qui sont au service de la réflexion sur les fins. Et là, par rapport à la question de la responsabilité des entreprises, le pape a là aussi une expression que je trouve très, très forte, parce que c'est une forme de dénonciation, même s'il n'utilise pas le terme gagnant-gagnant, qu'on entend souvent quand des personnes d'entreprise, des dirigeants, d'ailleurs économiques ou politiques, parlent des enjeux liés au développement durable, à l'avenir de la planète. Bien souvent, on nous dit c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour les entreprises rapportées à la notion de développement durable, ça consiste à dire on peut à la fois faire de la croissance, améliorer, faire du profit, et puis se soucier du bien-être des salariés et se soucier de la protection de l'environnement. Donc ce discours gagnant-gagnant ou gagnant-gagnant-gagnant, le pape en parle en disant c'est la culture du juste milieu, et il a des paroles extrêmement fortes pour dire les justes milieux ne font que retarder un peu l'effondrement. Donc ça, c'est une façon de nous alerter sur ce discours consensuel, en fait, qui masque déjà la réalité. C'est-à-dire la réalité, c'est quand même dans nos sociétés le fait qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont des perdants. En France, on est, alors selon les chiffres, mais on est à plus de 5 millions de chômeurs. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas des perdants au jeu économique. Donc c'est trop facile de dire que tout ça va se faire sans tension, c'est bien qu'il y en a. Et puis le pape nous invite à prendre comme critère la question de la qualité de vie. Et de se dire, au fond, à quoi sert-il, y compris de créer de la richesse, si ça se solde par une moins bonne qualité de l'alimentation, par exemple, par une dégradation des écosystèmes. Et au fond, alors il rejoint aussi ce que dès les années d'ailleurs 60 ou 70, des économistes et philosophes comme Illich soulignaient en disant, Ivan Illich, il disait, je trouve que c'est aussi à relire aujourd'hui, il disait, au fond, on est aussi en train de faire, alors que la technique devrait nous permettre d'être plus libre, plus autonome, au fond, la technique, souvent, à partir d'un certain seuil, elle nous aliène. C'est-à-dire qu'en gros, on passe notre temps à créer des institutions qui vont réparer les problèmes que nos modèles économiques ont engendrés. Et je pense, pour donner un exemple, on sait bien la question de l'obésité aujourd'hui à travers la planète, c'est un problème énorme, colossal, et qui touche surtout les personnes les plus pauvres, parce que précisément, ils mangent, lorsqu'aux États-Unis, là, on appelle la junk food, en gros des produits très sucrés, très gras, auxquels en plus on s'accoutume. Et en fait, là, ça devient un problème de santé publique. Et finalement, il y a justement, du point de vue de la santé, il vaut peut-être mieux essayer de faire en sorte que les plus pauvres puissent acheter des fruits et légumes, des produits
produits qui sont plus chers, plutôt qu'ensuite réparer, traiter le problème du diabète et d'autres maladies liées justement à cette malbouffe. Voilà, juste pour donner un exemple. Donc si je comprends bien, il y a effectivement cet enjeu, ces deux enjeux essentiels là, de climatique, écologique, et puis cet enjeu numérique. Et puis il y a aussi effectivement ce que vous disiez à l'instant, un enjeu d'inégalité finalement qui se creuse. Alors par rapport à cela, quels sont les leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir? Comment on peut aider à ne pas augmenter ces inégalités? Alors d'abord, c'est déjà dire que ces inégalités, il y a toujours eu des égalités dans le monde, mais là, elles atteignent des proportions absolument incroyables. Alors les chiffres que donne Oxfam chaque année au moment du forum de Davos sont assez éloquents. Pour 2015, on avait 62 personnes qui détenaient autant de richesses que les 3,5 milliards les plus pauvres de la planète. Donc c'est même pas imaginable, ce chiffre-là. Et puis pour prendre un chiffre qui concerne directement la France, en France, le RMI, qui était RMI devenu le RSA, il a perdu 25% de son pouvoir d'achat par rapport au pouvoir d'achat du SMIC horaire entre 1990 et 2014. Ça veut dire que les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres et que donc là il y a un décrochage des revenus des personnes les plus défavorisées. Alors maintenant pour les entreprises, quelles conséquences ça a ? Évidemment, là aussi, cette année, on a de nouveau vu absolument des aberrations concernant les salaires des grands patrons, avec en plus de la part de certains une forme de justification en disant qu'il y aurait un marché des dirigeants qui justifierait le fait que certains aient des rémunérations, si on met bout à bout le fixe, les bonus, les actions gratuites et puis les retraites chapeau, on arrive à des sommes qui sont absolument incroyables. Je donne un chiffre qui m'avait frappé là, déjà en 2011. On disait qu'un patron de hedge fund aux États-Unis gagnait 20 000 fois le salaire moyen d'un ouvrier américain. Bon, alors pour nos grands patrons, on n'est pas tout à fait dans les 20 000, mais on est plusieurs centaines de fois le SMIC. On parlait de 400 fois, oui, pour voilà, le salaire de voilà. Alors rien ne justifie ça. Rien. Et puis alors, moi, il y a un chiffre aussi que je rappelle souvent, c'est le calcul qu'a fait Emmanuel Faber, patron de Danone, à ce moment-là, il était directeur général adjoint, je crois, dans son groupe. Il a calculé que si on enlevait 30% de la rémunération du centile, c'est-à-dire des 1% les mieux payés du groupe Danone, en réalité, ça permettrait d'augmenter, de multiplier par 2 le salaire des 20% les moins bien payés du groupe. Donc c'est aussi considérable, c'est une façon de répondre à l'argument de ceux qui disent c'est pas très grave que certains gagnent beaucoup parce que de toute façon ça change rien si on redistribue. Là on voit bien que ce type de calcul montre que ça changerait beaucoup. Et il y a un argument supplémentaire là, pour une plus juste répartition de la valeur créée là, sous forme des questions de rémunération, c'est qu'une partie des personnes qui sont les plus mal payées dans les entreprises, c'est l'État, les pouvoirs publics qui doivent compenser quand il s'agit de familles. Il y a des allocations fournies par l'État pour permettre d'arriver à un niveau minimal. Et donc on voit bien que si les mêmes entreprises payaient un peu moins les cadres et cadres dirigeants, elles pourraient payer davantage les salariés, les plus bas salaires de l'entreprise, et que ça éviterait de faire grossir la dette publique. Donc ça, c'est aussi un argument supplémentaire. Et puis, ce qu'il faut regarder, parce que c'est des inégalités, c'est pas seulement à l'intérieur des entreprises, et notamment à l'intérieur des très grands groupes, il faut le dire, c'est aussi les conséquences que ça a sur ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les chaînes de production mondiale. Bon, alors là aussi, il y a eu l'événement de ce drame du Rana Plaza il y a 3 ans au Bangladesh, qui nous a remis peut-être en perspective ces inégalités au long des chaînes de valeur mondiales. Le Rana Plaza, donc c'est au Bangladesh des ateliers de confection de vêtements que nous achetons ensuite dans nos à la fois des chaînes de distribution, que ce soit Benetton, Gap, Auchan, Mango et autres. Le calcul fait par l'ONG Éthique sur l'étiquette montrait que pour un chemisier qu'on achète 28 € dans nos magasins, en fait, il y a juste 16 centimes d'euros qui vont à la couturière du Bangladesh. Et les ateliers qui fabriquaient ces vêtements, certains ateliers à Savar, donc de banlieue de Dhaka au Bangladesh, se sont effondrés pour des problèmes de manque de sécurité des installations, et 1200 personnes sont mortes.
Alors depuis, ça a quand même déclenché un mouvement à l'échelle internationale pour essayer de faire en sorte qu'on puisse davantage assurer une forme de traçabilité des produits, parce qu'en fait, là, c'est simplement ce qu'on appelle les chaînes de valeur, c'est pas simplement des sous-traitants direct d'une entreprise dite donneuse d'ordre, c'est qu'en fait, on a un sous-traitant qui sous-traite à un autre, qui sous-traite, et ça peut être jusqu'à des rangs 8, 9, 10. Donc évidemment, c'est très difficile ensuite de savoir qui est responsable. Et donc là, ce drame a quand même eu pour effet là, positif de reconnaître les responsabilités des entreprises vis-à-vis non seulement de leurs salariés directs, mais aussi des sous-traitants. Et là, alors c'est déjà depuis 2011, à l'échelle internationale, il y a à la fois différents cadres internationaux qui reconnaissent ces responsabilités. Au niveau de l'ONU, on reconnaît des responsabilités partagées des États et des entreprises vis-à-vis de la question de la protection et du respect des droits humains. Et puis, du coup, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des multinationales, dans la version de 2011, indiquent très clairement justement que les entreprises sont responsables, pas simplement vis-à-vis des salariés, mais doivent assurer un devoir de ce qu'on appelle un devoir de vigilance vis-à-vis du respect de ces droits humains au long de la chaîne de valeur. Et au niveau de l'Union européenne, on a vraiment un changement de paradigme dans la définition de ce qu'est la responsabilité sociale de l'entreprise, aussi depuis 2011, puisque jusqu'alors, on disait, en gros, la RSE, c'est la philanthropie. C'est ce que les entreprises font au-delà de ce qui est prévu par la loi. Et depuis 2011, la définition de la RSE, c'est la maîtrise par une entreprise de ses impacts au long de la chaîne de valeur. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, au moins la définition a le mérite de recentrer la responsabilité de l'entreprise sur le cœur de métier et les conséquences du cœur de métier pour ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire à la fois justement les salariés, y compris les salariés des sous-traitants, les populations locales, en gros les écosystèmes aussi, c'est de se dire c'est ça que l'entreprise doit faire plutôt que de répondre à des demandes, par exemple des populations locales au coup par coup autour des sites de production. Eh bien l'enjeu, c'est qu'une entreprise soit vraiment responsable des effets de son activité, et des effets qui peuvent être de différentes natures. Et ça, je crois que c'est vraiment une grande avancée parce que ça permet de dire que l'entreprise n'est pas une agence de développement, qu'elle n'a pas à s'occuper de tout ce qui concerne le développement d'une zone où elle a des activités, mais qu'en revanche, on peut lui demander des comptes vis-à-vis de ses effets liés à son cœur de métier. Mais je dois dire que même si là, je trouve que du coup, du point de vue de ce qu'on appelle à la fois le droit mou international, donc c'est ce droit qui est supposé être non contraignant, mais en fait qui oblige les entreprises à rendre des comptes, on voit bien comment c'est à la fois pas simplement une incitation pour les entreprises à agir autrement, mais ça peut avoir des effets du point de vue des poursuites à la fois judiciaires et extrajudiciaires de la part de plaignants qui demandent à ces entreprises des comptes. Et il y a un certain nombre de juristes, d'avocats qui essayent de défendre ces droits. Voilà. Et là, je pense que c'est une interpellation pour nous tous, parce que c'est pas simplement ceux qui travaillent dans des grands groupes, mais c'est aussi nous tous, comme consommateurs, comme citoyens, d'exercer justement ce même devoir de vigilance qu'on demande aux entreprises, se dire nous avons tous un discernement à faire. Comment, en tant que chrétien, agir quand on est sensibilisé à ces problèmes-là, comment agir au niveau individuel et puis au niveau collectif. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un petit peu à travers le monde, d'après ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu lire, d'exemples où des chrétiens se sont mobilisés pour essayer de répondre à ces défis, et en particulier face aux inégalités sociales? Oui, alors évidemment les questions sont très différentes si on travaille plutôt dans les milieux financiers que chez un pétrolier ou dans une entreprise de grande consommation. C'est pas du tout la même chose si on est dans une multinationale, une PME, une TPE ou une association. Voilà, donc après chacun doit adapter un peu le discernement à sa sphère d'action, mais du point de vue de la réflexion, nous pouvons tous essayer
essayer de nous informer davantage. Alors je peux peut-être prendre 2 exemples liés à des recherches que j'ai pu mener ces dernières années. D'une part sur la question de la responsabilité des pétroliers. Là, je pense que par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on dit qu'il faudrait idéalement que 70% des énergies fossiles restent dans le sous-sol planétaire, c'est sûr que du coup ça interpelle directement à la fois les entreprises de charbon, mais aussi les entreprises gazières et des productrices de pétrole. Alors même si on sait que, en gros, dans la hiérarchie des énergies fossiles, le pire c'est le charbon, ensuite c'est le pétrole et ensuite c'est le gaz, il n'empêche que pour ceux qui travaillent dans ces industries-là, il y a vraiment une réflexion à mener. Moi, ce qui me frappe, c'est il y a encore quelques années, il y avait une espèce de discours de déni de la part des acteurs. Alors, c'est vrai qu'il aussi nous renvoie à nos responsabilités comme consommateurs, en disant on a tous besoin de pétrole, la plupart d'entre nous ont des voitures ou autres ou s'en servent, et donc en fait on est encore loin d'un monde décarboné. Mais il n'empêche que si on estime que la situation est gravissime et que nous avons des responsabilités collectives à assumer, ça veut dire que nous pouvons de différentes manières, peut-être faire pression sur les pouvoirs publics pour flécher, arrêter les subventions aux énergies fossiles, peut-être aussi pour essayer de désinvestir progressivement à l'égard de ces énergies pour pouvoir investir dans des secteurs qui sont compatibles avec la transition. Puis ceux qui travaillent dans ces groupes, c'est de se dire quel espace ils peuvent créer en interne pour essayer de poser les questions et être des aiguillons dans leurs entreprises pour essayer d'agir autrement. Et puis, donc ça veut dire, pour moi, la responsabilité, c'est déjà de ne pas se voiler la face, de reconnaître qu'il y a des vraies tensions, voire des contradictions entre le diagnostic que nous pouvons poser et puis un certain nombre d'actions concrètes que nous continuons à mener les uns et les autres avec quand même des degrés différents de responsabilité. Et ça, je pense que tout le discours de la pensée sociale de l'Église qui invite à réfléchir en termes de mal ou de péché structurel, alors c'est pas structure de péché. Les structures de péché, c'est se dire que nous devons reconnaître que c'est pas simplement notre action individuelle qui compte, mais aussi la manière dont nous sommes, de différentes manières, complices de ces structures. Et donc, quand je dis ne pas se voiler la face, c'est opérer ce discernement à la fois individuel et collectif à l'égard des institutions, des organisations dans lesquelles nous travaillons ou dans lesquelles nous vivons, pour nous dire il y a des choses qui ne fonctionnent pas, comment est-ce que moi, avec d'autres, je peux essayer d'agir ? Alors je prends dans un autre domaine qui est le secteur des déchets, parce que ça aussi c'est quand même des grosses questions aujourd'hui. On parle du 6e ou du 7e continent qui est dans les océans, là c'est déchets plastiques agglutinés sur des espaces incroyables, et puis on sait que ça a des conséquences sur la pêche, et qu'il faut 500 ans je crois pour qu'une bouteille plastique disparaisse. Donc voilà, on sait bien que là on est justement, et c'est lié à notre industrie pétrolière aussi, et nous vivons tous avec du plastique dans nos vies quotidiennes. Alors il se trouve que par le biais de conventions de recherche avec Danone sur la question du recyclage du plastique et du fait que Danone produit dans différents pays de l'eau en bouteille et se demande un peu comment ce qu'ils peuvent essayer de faire pour avoir de plus en plus du plastique recyclé dans les bouteilles, mais aussi se poser quand même les questions de l'empreinte carbone et puis de toute une série de tensions liées à cette question de l'eau en bouteille d'un côté et puis des déchets de l'autre. Il se trouve que j'ai pu aller étudier pendant quelques années la chaîne du recyclage en Indonésie, puis au Mexique, et puis là tout récemment je suis allée au Brésil et en Argentine pour voir un peu justement quelles sont les questions et les enjeux liés aux responsabilités partagées des multinationales comme Danone ou d'autres, des entreprises, et puis responsabilités des États, des pouvoirs publics, puis les responsabilités des consommateurs. Et ce qui me frappe beaucoup, après avoir regardé un peu ce qu'une entreprise peut essayer de faire avec des pouvoirs publics, avec des ONG ou autres, on voit bien, pour moi c'est un enjeu déterminant aujourd'hui, c'est que l'entreprise, notamment les grandes entreprises, ont un rôle de type politique, lié au sens le plus noble du mot politique, qui est la question du bien commun, des communs, de la vie dans la cité. Et alors, on sait que les multinationales, souvent en termes de chiffre d'affaires, ça représente autant que le PIB de certains États. Et donc, au fond, elles ont un poids politique de facto lié à leur puissance économique.
Et puis il y a le fait que les activités des acteurs économiques correspondent plus ou moins aux enjeux de la transition écologique. Et donc si on est sur cette question des déchets, on voit bien qu'aucun acteur seul ne peut résoudre les problèmes. Et que là, les pouvoirs publics qui sont aussi démunis face à des acteurs économiques qui produisent des biens et services, et ensuite on se retrouve avec des tas de déchets. Et pour résoudre cette question de ce que faisons-nous des déchets que nous générons, il faut que les acteurs se mettent ensemble. Alors, et c'est là que là, on voit bien le rôle que peuvent jouer des pouvoirs publics. Par exemple, au Brésil, il y a une loi qui a été passée il y a quelques années qui parle de la responsabilité partagée des États et pouvoirs publics locaux sur les territoires, des entreprises et des consommateurs. Ça veut dire qu'on invite les consommateurs à faire du tri à la source. Et donc ça permet déjà de séparer l'organique et le non-organique, et puis de voir comment, justement, sur les déchets organiques, on peut faire du compost, et ça peut être une ressource pour les populations de manière très directe. Responsabilité des entreprises, ça veut dire qu'on va aussi essayer de favoriser, par exemple, l'organisation de l'activité informelle des chiffonniers dans des coopératives dans lesquelles les gens sont davantage en charge de leur propre avenir, s'organisent, ont des conditions de vie et de travail qui peuvent être petit à petit moins pénibles et contribuent réellement à recevoir une meilleure part dans la chaîne du recyclage. Et puis des entreprises qui jouent le jeu avec les pouvoirs publics pour éviter qu'on ait des décharges à ciel ouvert. Voilà. Et donc ça veut bien dire là ce type de dispositif évite ensuite les effets pervers liés notamment dans ces secteurs. On sait bien que sur les déchets, il y a de la corruption phénoménale dans certains pays. Voilà, c'est juste un petit exemple qui montre comment on peut essayer de repenser ces modèles. Alors après, là on pourrait parler aussi de ce qu'on appelle les nouveaux modèles économiques qui permettent beaucoup d'innovation et qui permettent aussi peut-être à des échelles plus d'un territoire de voir comment à la fois le secteur de l'économie sociale et solidaire travaille de pair avec les collectivités territoriales, avec des entreprises capitalistes plus classiques, pour essayer de repenser des territoires dans lesquels on promeut le lien social. Et finalement, c'est toujours le grand défi, c'est quand même de remettre l'activité économique au service du lien social. Vous avez évoqué ceux qui travaillent dans les groupes pétroliers. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose par rapport à ceux qui travaillent dans des groupes financiers ? Quels sont leurs moyens, leurs leviers d'agir ou de se concerter avec d'autres et éventuellement de réfléchir à un engagement en tant que chrétien dans ces groupes-là ? Mais, je pense que première chose, c'est de dire que chacun, là où il est, il y a des espaces possibles. Ou alors, si on pense qu'il n'y a plus d'espace, c'est quand même là vraiment problématique. Il faut peut-être se poser la question de savoir s'il faut rester ou pas. Alors, évidemment que le grand enjeu pour les financiers, mais alors c'est sans doute à la fois dans des établissements financiers, des banques ou autres, et puis aussi pour ceux qui sont, je ne sais pas, des directeurs fiscaux, des gens qui sont, ou des directeurs financiers dans des entreprises quelles qu'elles soient, c'est se poser la question de savoir comment la finance est au service de l'économie réelle, cette économie étant elle-même supposée être au service de projets de société, ce que j'aime bien appeler le lien social et écologique, en pensant aussi au lien, au respect de la création et puis aux générations futures. Alors, pour les financiers, les critères, ils peuvent être divers. C'est vrai que on évoquait tout à l'heure la question des rémunérations des dirigeants et la question des écarts et du partage de la valeur sous l'angle des rémunérations. Il y a un autre énorme sujet qui est celui de la fiscalité, justement, des impôts, parce que c'est précisément se demander comment une entreprise contribue au développement d'un territoire, alors à la fois par le biais de l'activité qu'elle engendre, mais aussi par le fait qu'elle paye des impôts et qui du coup permettent au pouvoir public aussi de faire des dépenses en termes de santé, d'éducation, d'infrastructure, toutes choses qui bénéficient d'ailleurs aussi aux entreprises qui sont sur ces territoires. Et là, là aussi on est quand même en plein dans l'actualité, parce que depuis la crise des subprimes 2007-2008, on s'est aperçu avec aussi le fait que les États aient renfloué un certain nombre d'entreprises dont on disait, alors en anglais là, too big to fail, qu'elles étaient trop grosses pour faire faillite, que du coup une partie de la dette publique quand même des États est liée au fait que c'est le rôle qu'elles aient joué justement pour renflouer les caisses des banques, et bien que là il y a à se préoccuper de la manière dont les entreprises payent ou pas des impôts dans les zones où elles ont des activités. Et alors au niveau de l'OCDE, au niveau du G20 depuis quelques années, et grâce notamment à l'activité
l'activité aussi d'un certain nombre d'ONG très sensibilisées à ces questions et qui ont aiguillonné les pouvoirs publics sur ces sujets, on arrive maintenant à avoir quand même à avancer vers ce qu'on appelle le reporting pays par pays de la part des entreprises. Alors pour l'instant, ça se borne aux banques, mais on est en train d'arriver vers un reporting, je pense qu'on va arriver assez vite vers celui des entreprises et des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une manière de donner au public, déjà aux administrations, mais aussi à la société civile des pays, des moyens de se dire, ben voilà, une richesse qui est créée, voilà à quoi elle sert, à quoi elle est affectée, entre les salaires, donc cette répartition des salaires sur des territoires variés, le chiffre d'affaires, mais aussi les profits réalisés, et ce qui permet de détecter là où il y a de ce qu'on appelle soit de l'optimisation fiscale, qui parfois est légale, mais qui n'est pas forcément toujours légitime, et puis des pratiques d'évasion fiscale avérées. Donc là, je pense que pour ceux qui sont à différents titres des acteurs, des opérateurs financiers, ce rôle de discernement, de réflexion, d'éviter d'être simplement des bons techniciens. Moi, je vois dans des entretiens que j'ai pu avoir ou des conférences avec des personnes qui travaillent soit dans des cabinets d'avocats d'affaires, soit comme fiscalistes ou autres, assez régulièrement depuis 2 ans, des personnes viennent me voir en me disant « mais au fond, je me sens schizophrène ». C'est quand même un terme très fort pour souligner le décalage que ces personnes vivent entre leurs convictions, le diagnostic qu'elles peuvent poser aussi comme citoyens, citoyennes par rapport aux enjeux qui sont devant elles, et puis par ailleurs ce qu'on leur demande de faire. Et je donne juste un exemple de conflit d'intérêts évident, c'est quand un certain nombre de directeurs fiscaux ou de personnes, de cadres dirigeants de grands groupes, leur part variable dépend notamment du taux effectif d'imposition obtenu pendant l'année. On voit bien qu'il y a un évident conflit d'intérêts avec leur fonction même. Donc là, il y aurait beaucoup à faire aussi pour essayer de faire en sorte que, par exemple, le statut des directeurs fiscaux soit considéré comme, par exemple, le statut de salarié protégé. On pourrait très bien imaginer que, du coup, il ait un rôle dans une entreprise beaucoup plus reconnue, pas simplement comme technicien et bon fiscaliste au sens de la technique fiscale, mais aussi comme personne qui est en charge des questions d'intérêt général, de bien commun. Et ça, je pense que, voilà, pour nous aussi, comme chrétiens, c'est cette invitation en permanence être dans une attitude de veilleur du point de vue éthique par rapport à tout ce que nous vivons. Et c'est une veille qui est à la fois, je pense, à la fois éthique et spirituelle. Merci, Sœur Cécile.